Bonjour à tous, et aujourd'hui nous continuons avec cette série de vidéos sur la révolution cubaine de 1959. Après la guerre hispano-américaine, Cuba n'a pas immédiatement accédé à l'indépendance. Tout d'abord, les États-Unis ont installé le gouverneur Leonard Wood pour diriger l'île. Si dans un premier temps certains groupes avaient nourri des projets d'annexion de Cuba aux États-Unis, la guerre aux Philippines, qui a eu un coût matériel, humain et militaire important pour les États-Unis, ainsi que la résistance des Mambises, les Mambises sont les soldats indépendantistes cubains, à une éventuelle annexion, ont conduit les États-Unis à chercher une solution alternative et négociée. Cette solution fut l'amendement Platt. Fondamentalement, l'amendement Platt autorisait les Américains à intervenir à Cuba pour des raisons qui pouvaient être interprétées de manière très large, en faisant de l'île un semi-protectorat américain. L'amendement Platt limitait l'indépendance de Cuba, mais n'a pas nécessairement été perçu négativement dans les premières années de la République. On pourrait citer les discours comme ceux de José Sixto de Sola, qui écrivait que, si vous ne l'avez pas lu, lisez aussi l'annexe constitutionnelle communément appelée Amendement Platt, et vous verrez que de leur propre chef, les États-Unis se sont engagés à préserver notre indépendance. Et il ajoutait quelques lignes plus loin, et je cite encore une fois, « Nous les comprenons et nous les aimons comme une grande nation. Pour les Américains, nous les Cubains, nous serons toujours prêts à faire tous les sacrifices qui pourraient leur être bénéfiques dans leurs heures d'angoisse ou de besoin. » Cette situation est particulièrement choquante quand on connaît la suite de l'histoire cubaine. Un autre exemple frappant est donné par certains professeurs cubains formés à l'université d'Harvard au moment de l'indépendance qui, à leur retour sur l'île, déclaraient qu'ils espéraient que dans quelques années, seul l'anglais serait parlé à Cuba car cette langue était celle de la modernité. La nouvelle élite cubaine était très favorable aux États-Unis et de nombreux journaux concentrèrent leurs critiques sur l'obscurantisme espagnol. Les élites de l'île, formées aux États-Unis, menèrent des politiques d'américanisation de l'île durant les 2 premières décennies du XXe siècle. Et jusqu'en 1920, tout semblait confirmer que la politique choisie était celle qui mènerait au développement, car Cuba connaît pendant ces années une forte croissance faisant de ce pays l'un des plus riches de la région. Entre 1902 et 1920, le revenu par habitant est multiplié par 4 selon Orlando Valdés Garcia. La modernisation fut effrénée. Le palais provincial, le nouveau système de pompage et de distribution des eaux, l'école d'infirmières du Calixto Garcia et l'observatoire astronomique furent achevés pendant la Première Guerre mondiale. Les propriétaires des ingenios qui s'étaient enrichis soudainement entre 1914 et 1920 investirent leur nouvelle fortune à La Havane et aux États-Unis. De grandes villas se construisirent dans les quartiers du Vidado et de Miramar. Conformément à l'état d'esprit de l'époque, la modernité était importée de l'étranger. Les meilleurs architectes arrivaient d'Europe et des États-Unis pour moderniser la nation, construire des édifices avec eau courante, électricité et reliés aux égouts. Pour construire la 5e avenue qui reliait l'ensemble de ces nouveaux quartiers, les autorités embauchèrent les architectes états-uniens John Wilson et John Duncan. Les décorations furent celles du sculpteur italien Pietro Manfredi. Mario Carbel, sculpteur tchécoslovaque, modela la statue, la fameuse et très célèbre statue Alma Mater de l'Université de La Havane. Paul Bello, qui était belge, et Rodolfo Maruri, qui était cubain, tracèrent les plans du palais provincial, dont les travaux furent effectués par la General Contracting Company. La construction du centre Gallego, supervisé par Paul Bello, s'acheva en 1915. Les chemins de fer continuèrent à être construits pour relier les champs de sucre au port. La société Ferrocarriles del Norte acheva un vaste réseau de chemins de fer dans la province de Camagüey, un projet qui permit la construction de 525 km de voirie. Le premier train électrique fut inauguré entre La Havane et Matanzas, le Hershey. Dans le Recurso del Método, Alejo Carpentier s'inspira des évolutions connues par Cuba durant cette époque et montra comment la société était en quelques années passée de la lampe à huile à l'ampoule électrique, du pot de chambre au bidet, de la carapigna au Coca-Cola, du loto à la roulette, de rocambole à Pearl White, de l'âne du facteur à la bicyclette du télégraphiste, du carrosse à mulet à la luxueuse Renault au grand style. L'illusion du développement fut si intense que l'île était comparée à la Belgique ou à la Suisse dans 2 journaux. Certes, les élites pensaient que quelques efforts étaient encore à accomplir pour que la société soit mieux cultivée et mieux formée, c'est-à-dire
formés en Europe ou aux États-Unis. Mais un souffle d'optimisme transpirait des rapports du ministère des Affaires étrangères cubain et des délégations envoyées en Europe. D'ailleurs, les dirigeants étaient fiers de la réussite de leur modèle. À la fin de la guerre, Cuba n'était-elle pas signataire du traité de Versailles? Et son représentant en France, Sánchez de Bustamante, n'était-il pas parvenu à obtenir un siège à la Cour de justice permanente de la Société des Nations? Seul le Brésil, pays au poids démographique sans commune mesure avec Cuba, avait réussi à obtenir un siège dans cette institution en Amérique latine. Cependant, la fin de la Première Guerre mondiale signifiait aussi la fin des illusions cubaines. En quelques mois, Cuba entra dans une crise profonde en raison de sa dépendance à la monoproduction sucrière. Entre 1920 et 1933, le revenu par habitant est divisé au moins par 2, délégitimant les discours qui avaient dominé l'arène politique des 2 premières décennies du XXe siècle. Des écrivains et hommes politiques marginaux dans les années 1900, 1910 et 1920, comme José Antonio Ramos, Julio Antonio Meilla, des signataires de la Protesta de los Trece, de la Ligue anti-impérialiste ou les membres du groupe Minorista, ont préparé le terrain culturel à un changement radical de la société cubaine dans les années 30. Ces groupes rejetaient les politiques civilisationnelles des générations précédentes et marquaient une rupture avec l'ancien monde culturel cubain. Et ce changement culturel se manifesta lors de la Révolution de 1933. Le 4 septembre 1933, un sergent inconnu du nom de Fulgencio Batista, qui avait vécu une partie de sa jeunesse dans la misère, par un coup d'État devint chef de l'armée cubaine et instaure un nouveau gouvernement révolutionnaire, la Pantarchie, qui quelques jours plus tard cède le pouvoir à Grau San Martín. Souvenez-vous bien du nom de Fulgencio Batista car nous le reverrons dans les prochaines vidéos. Le gouvernement de Grau San Martín, aussi appelé le gouvernement des 100 jours, demanda l'abrogation de l'amendement Platte et prit des mesures sociales très importantes, telles que la journée de travail de 8 heures, la légalisation des syndicats, l'autonomie de l'université de la Havane, entre autres. Cette révolution montra le rejet d'une grande partie des Cubains pour les générations et les discours politiques des premières décennies du XXe siècle. Les nationalisations annoncées de grandes entreprises et la réforme agraire provoquèrent la colère du gouvernement états-unien. Face à la menace d'une intervention, Fulgencio Batista, appuyé par certains secteurs de la révolution de 1933, comme Sergio Carbo, décida de forcer Grau San Martín à démissionner et d'assassiner le ministre du Travail, Antonio Guiteras, qui avait tenté de résister au changement de gouvernement. À partir de ce moment, le nouveau chef d'état-major devint la figure centrale et clé de la politique cubaine, administrant l'île par le biais de gouvernements fantoches, jusqu'à ce qu'il assume directement le poste de président en 1940. Si Batista se considérait comme l'homme du 4 septembre et un révolutionnaire, il doit gouverner une île qui exige un changement radical impossible à réaliser en raison de l'opposition de son voisin. La solution de Batista à ses aspirations sociales fut la rédaction de la Constitution cubaine de 1940, l'une des plus sociales d'Amérique latine à la fin du mandat de Laredo-Bru. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons à la période 1940-1952 avec le premier mandat de Batista et les gouvernements auténticos. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo.